Besoin, quelle opportunité pour demain. On accueille Agnès Firmin-Lebaudot, députée de la Seine-Maritime, ancienne ministre de la Santé, et Louis Champion, président de la Fédération des prestataires de santé à domicile. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bien, installez-vous. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'être avec nous. Monsieur le Président, où vous voulez. Si vous êtes bien ici, c'est très bien. C'est très bien comme ça. Merci beaucoup de nous avoir fait l'amitié de venir cet après-midi pour évoquer ce sujet et puis finalement les opportunités pour notre audience, pour ces prestataires de santé à domicile en la matière. On vous s'est très occupé également puisque un peu, je crois, puisqu'en ce moment, il y a une loi que vous connaissez bien, cette loi sur la fin de vie qui est en débat à l'Assemblée. Peut-être d'ailleurs parce que ça va faire finalement un petit peu le lien avec ce qu'on va évoquer au cours de cette demi-heure ensemble. Peut-être pour démarrer, nous rappeler finalement un petit peu l'esprit de cette loi. On parle souvent de l'esprit de la loi et en tout cas finalement les objectifs que vous cherchez à obtenir d'une certaine manière à travers ce texte. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, j'allais dire, une nouvelle fois. Vous voyez que je ne suis pas rancunière. À chaque fois que je viens, on parle des pharmaciens et de l'opposition d'EPSAD avec les pharmaciens. Je passe mon temps, notamment en parlant d'EPSAD, à dire qu'il ne faut opposer personne à personne. Effectivement. Voilà, donc Jean-François, on est toujours d'accord pour déjeuner ensemble et on parlera du rôle des pharmaciens dans l'accompagnement du diabète sans aucun problème. Oui, l'actualité fait qu'aujourd'hui, nous allons démarrer le titre 2 du projet de loi sur le modèle français d'accompagnement des malades et de la fin de vie. Le titre 1 étant celui concerné par les soins palliatifs que nous avons fini d'examiner hier en fin d'après-midi. La première question que vous m'avez posée, c'est sur l'esprit de la loi. Très clairement, le président de la République, suite à l'avis du Conseil national d'éthique, le fameux avis 139, qui disait que la loi Claes-Leonetti, votée en 2016, ne répondait pas à toutes les situations de fin de vie à court et moyen terme, a souhaité engager des travaux, qu'il m'en a confié une partie, et à la Convention citoyenne une autre partie. Nous sommes arrivés, j'allais dire, à la même conclusion qu'il fallait, j'allais dire, avancer sur ce sujet. La deuxième phase était l'écriture de ce projet de loi que j'ai eu le bonheur d'écrire. Et la philosophie, c'était la priorité, développement des soins palliatifs et renforcement des soins palliatifs. Ça, c'est la première partie. On aura l'occasion d'en échanger sur ce que contient cette partie-là. Et la volonté du président de la République, c'était de trouver cette ligne de crête qui nous permette d'avancer, à la fois en offrant cette possibilité aux malades dans certaines situations de moyen terme, tout en respectant ce qui était acceptable par le secteur médico-soignant. Et c'est cette ligne de crête et cet équilibre que nous avions trouvé. Et le texte a été présenté à la commission spéciale que j'ai eu le bonheur de présider. Il est sorti un peu différent. C'est le texte dont nous débattons à partir de ce soir dans l'hémicycle. Je le redis, la volonté, c'est bien cet équilibre entre offrir une possibilité dans des conditions restrictives pour des pathologies et des malades avec des souffrances réfractaires ou insupportables, pronostic vital engagé à court et moyen terme, et discernement et volonté libre et éclairée, ça c'est pour les conditions d'éligibilité, et faire que, j'allais dire, l'auto-administration soit la règle et l'hétéro-administration l'exception, parce que la volonté, c'est bien que le malade soit accompagné par le corps médico-soignant du début à la fin de sa demande d'aide à mourir. Et vous l'avez effectivement évoqué, l'enjeu derrière toutes ces questions, c'est le sujet effectivement des soins palliatifs. Est-ce que l'on connaît, j'allais dire aujourd'hui précisément, puisqu'on l'avait à l'instant avec nos précédents invités, des témoignages, j'allais dire, depuis la maison, depuis le domicile des patients. Est-ce qu'on connaît finalement aujourd'hui les besoins justement de ces patients? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils recherchent d'une certaine manière? Alors on le sait, les besoins en soins palliatifs sont énormes et vont l'être encore plus dans les années à venir. Bien sûr. Parce qu'on soigne de mieux en mieux. Le cancer va pratiquement devenir, dans certains cas, une maladie chronique et donc va nécessiter qu'on puisse prendre en charge et accompagner plus longtemps et le plus en amont possible
les malades. On sait aussi qu'actuellement, les besoins en soins palliatifs ne sont pas couverts. On dit qu'un Français sur deux qui aurait besoin de soins palliatifs ne peut pas y avoir accès. Le premier travail qui a été le mien, c'est de comprendre pourquoi, depuis 1999, où on a garanti l'accès dans la loi, alors là, on l'a garanti une nouvelle fois, hein, donc de loi en loi, on garantit l'accès, pourquoi on se posait toujours les mêmes questions de plan quinquennal en plan quinquennal. Et une des premières conclusions, c'est certains vous répondent il n'y a pas de moyens. C'est pas vrai. C'est qu'on n'a pas formé. On n'a pas formé aux soins palliatifs parce que comme pour le préventif, on reste dans notre système de formation au tout curatif. Et les deux bouts que sont le préventif et le palliatif, eh ben, on ne forme pas nos professionnels de santé. Donc les médecins, dans leur formation initiale, il n'y a toujours rien, là où je vous parle, en soins palliatifs. Donc on s'est un peu, j'allais dire, fourvoyé dans ce domaine. Et l'idée, c'est de regarder ce que nous avons su faire pour le cancer. Avec l'INCa, on a su développer une vraie filière, une vraie stratégie. C'est de faire de la prise en charge, de l'accompagnement et des soins palliatifs le même modèle. Et c'est pour ça qu'il nous faut 10 ans, créer une spécialité, créer des ponts, des soins d'accompagnement, donner envie aux jeunes dans tous les métiers de s'engager sur la prise en charge. Et effectivement, sur ce sujet des soins palliatifs, et notamment dans la prise en charge, comme vous l'évoquiez à l'instant, il y a le sujet effectivement du domicile. Monsieur le Président, Louis Champion, effectivement, on parle là, sur ce titre de cette keynote, ces opportunités, on parle d'opportunités, effectivement. Comment est-ce que vous regardez ce sujet aujourd'hui de l'accès aux soins palliatifs, comme le précisait à l'instant Agnès Firmin-Lebaudot, et finalement, quelles opportunités, d'une certaine manière, pour vos professions, cela ouvre ? Alors, je vais vous répondre en 3 points. Le premier point, d'abord, je voudrais remercier Madame Firmin-Lebaudot. Alors, je sais que vous étiez venue, vous revenez, ce n'est pas une habitude, c'est un plaisir. Et nous sommes toujours extrêmement heureux d'échanger avec vous et d'avoir vos lumières, votre éclairage. C'est extrêmement important pour nous. La deuxième chose, je voudrais aussi vous remercier comme ministre, parce que nous avons pu échanger avec vos services sur le sujet. Donc on a une vision, je dirais, éduquée de ce que fait le ministère et plus précisément la DGOS qui s'est emparée de cette problématique, qui est une problématique évidemment extrêmement complexe, puisqu'en fait elle tricote, alors c'est ma manière de voir, hein, mais elle tricote 3 trucs. Elle tricote un aspect éthique. Et l'aspect éthique, il est assez complexe. Et l'aspect éthique, c'est quelle vision nous avons de la mort et quelle vision nous avons de la mort vis-à-vis de nos proches. Donc ça, c'est quelque chose de compliqué, puisque en fait, la mort a disparu en Occident. On ne voit plus de mort. Nos enfants ne voient plus de mort. Donc c'est un changement qui est assez radical. Le deuxième point, c'est un aspect, je dirais, sociétal. C'est-à-dire que quand je parle avec des confrères ou des consoeurs de Madame Firmin-Lebaudot, qui sont des députés, des parlementaires des territoires, évidemment, la vision d'un territoire est très différente d'une vision de la Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire, le problème du territoire, c'est simple, c'est que 99% des Français meurent à l'hôpital. 99%. La dernière semaine de vie est à l'hôpital. D'accord ? Vous pouvez tourner ça dans tous les sens, à la fin, on arrive toujours à ce truc-là. Et donc, évidemment, quand vous êtes en ce qu'on appelle les territoires, c'est-à-dire, moi j'en viens des territoires, je vois bien ce que c'est-à-dire, il va falloir faire 40 km pour aller à un hôpital pour mourir où personne ne viendra vous voir, c'est compliqué alors que vous avez de la place chez vous, enfin c'est pas ce qui manque quand même, d'accord ? C'est pas ce qui manque, et les gens qui vous ont suivi, ils sont là, quoi, ils vous connaissent. Donc l'attachement, vous êtes inséré dans un tissu social qui est extrêmement fort. Évidemment, quand vous êtes, je caricature, mais quand vous êtes dans des zones à très forte densité, évidemment, c'est plus compliqué de mourir chez soi. Enfin, c'est une question de bon sens. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas, il y a pas 2 situations identiques. Vous voyez, rien que sur cette matrice-là, il n'y a déjà pas 2 situations identiques. Alors après, il y a qui fait. Et ça, c'est le vrai sujet. C'est le vrai sujet. On voit bien dans votre proposition de loi des points de vue extrêmement forts des professions médicales qui s'expriment sur un axe, sur un autre. Nous, notre point de vue, c'est qu'on ne prétend pas, et les PSAD ne prétendent jamais d'ailleurs, être la seule réponse.
On dit simplement, on est, et nous constituons, un système très efficace de support à l'activité médicale. On fait que les choses peuvent se passer. On travaille très fortement avec les IDEL. Là, on voit bien que c'est un truc à 3, à 4 même. C'est les IDEL, les PSAD, le médecin traitant et évidemment le service hospitalier. Alors, vous pouvez aussi avoir les équipes et ainsi de suite. Il y a beaucoup de possibilités. Le métier des PSAD, c'est de rendre les choses possibles. C'est de rendre les choses possibles. Et dans ce sens-là, si vous voulez, faut quand même, les chiffres sont quand même sont têtus. Hein. Les chiffres sont têtus. Hein. Cohorte de décès, on passe de 550 000. Là, on va friser les 620 000. Moi, je ne serais pas surpris qu'en 2023, on soit quelque chose autour de 620 000, 630 000. C'est, mine de rien, 80 000 décès en plus. Et il faut absolument mourir quelque part. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de mourir quelque part. Et ça va continuer. Ça va continuer. Donc en fait, on est, je ne sais pas si c'est une opportunité, mais ça fait partie de notre métier de faire ça. Et on ne le fait pas en opposition ni avec la HAD, ni avec qui que ce soit. C'est pas ça le sujet. On le fait, on nous le demande, on nous le fait, et on permet. Et la particularité des PSAD, c'est de travailler avec des soignants de manière durable, parce que en réalité, Madame la Ministre, je reprends les mots de Madame la Ministre, mais en réalité, on ne meurt pas d'un seul coup. C'est faux. On sait exactement quand on va mourir. Vous savez l'année de votre mort. Enfin, je veux dire, donc en fait, vous êtes dans une intensité de soins qui est extrêmement forte, une intensité d'accompagnant qui est extrêmement forte. Et regardez dans votre vie privée, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la fin, on vous dit, bah, monsieur, on va vous amener à l'hôpital, ou on va transformer votre maison en hôpital. Et il y a beaucoup de gens qui disent, bah non, c'est pas top ça, c'est pas cool. Vous voyez, donc en fait, on ouvre une opportunité en plus, un support en plus, et c'est un peu la discussion qu'on avait eue, c'est même carrément la discussion qu'on avait eue, Madame la Ministre, avec vous-même et votre équipe. Madame la Ministre, d'accord avec ce qui vient d'être dit par le Président Champion, quel rôle peuvent avoir, ont déjà d'ailleurs un peu, mais peuvent avoir davantage peut-être les prestataires de santé à domicile dans ce sujet du soin palliatif à domicile? Non, mais très clairement, alors je ne sais pas si on parle d'opportunité, en tout cas, le phénomène, il est là. Bien sûr. Je disais tout à l'heure, la population vieillit, on le sait tous. Le virage domiciliaire est un mot que tout le monde a à la bouche, mais à un moment, le virage domiciliaire, il devra et il pourra se faire, il ne pourra se faire qu'avec tous les acteurs. Et je le dis parce que vous savez en plus que je le pense vraiment très sincèrement. C'est d'abord le souhait de 85% de nos concitoyens. C'est aussi, je crois, la nécessité dans certains territoires où à l'hôpital il n'y a pas suffisamment de place, où l'hôpital est trop loin, de permettre à nos concitoyens d'avoir une fin de vie, j'allais dire, douce et chez eux. C'est ce que nous souhaitons tous, mais pour ça on a besoin de professionnels et de tous les professionnels qui puissent venir à domicile. Donc c'est à mon avis là l'enjeu. Et quand je parle de domicile, je n'oublie pas les EHPAD qui sont aussi le domicile de certains de nos concitoyens. Et il faut intégrer les EHPAD dans la réflexion qui est la nôtre. La nécessité de former les médecins généralistes, la nécessité de former les infirmières libérales, peut-être aller vers une spécialité d'IPA soins palliatifs, peut-être, c'est aussi dans les réflexions, de former les aides-soignantes. Le sujet sur les aides à domicile est aussi une réflexion sur... voilà. Et puis, tous les enjeux autour de l'aidant, qui sont dans cette partie, j'allais dire, si difficile de la fin de vie, des enjeux qu'il ne faut pas négliger dans l'accompagnement, parce que ce sont eux aussi des acteurs de l'accompagnement des personnes qui leur sont chères. Donc le domicile est un enjeu majeur, mais pour que le domicile soit un enjeu majeur, il faut bien sûr que tout ça soit coordonné autour des acteurs hospitaliers. Et que ce lien ville-hôpital dont on a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire, dans ce domaine si particulier, il soit, j'allais dire, il soit réellement effectif, et que le passage d'une unité de soins palliatifs, lorsque c'est nécessaire, vers le domicile, lorsque c'est possible, se fasse facilement, et ce, dans les deux sens. Et vous avez vu que dans le projet de loi qui est le nôtre, on crée un nouvel établissement médico-social, et pour encore pas mal faire de terrain, qui reçoit plutôt l'assentiment de beaucoup de monde, que ce sont ces fameuses maisons d'accompagnement, qui sont les structures qui permettent à la fois, quand l'hôpital n'est plus nécessaire,
mais qu'à la maison, c'est pas possible ou pas encore possible, de pouvoir faire un espèce de sas de transition, ou quand l'hôpital n'est pas nécessaire, mais qu'à la maison, ça n'est plus possible parce que les dents est au bout du rouleau et qu'il faut un petit peu de jours pour pouvoir permettre à les dents de reprendre un peu de force. Ces maisons d'accompagnement sont aussi des endroits où vous aurez votre place à jouer. Donc tout ça fait que les perspectives ou les opportunités pour tous les acteurs qui interviennent au domicile sont là. D'abord parce que c'est le souhait de nos concitoyens, parce qu'on sait qu'on va vivre, j'allais dire, de plus en plus vieux et qu'on va vivre mieux soigné, et donc avec une chronicisation de pathologies dans le cancer. Donc on va d'avoir besoin de tout ça. Et le plus en amont possible sera le mieux. Voilà. La traduction législative, on en a parlé, je vous ai gardé le meilleur pour enfin, la traduction dans le financement, en l'occurrence. Président, quelles attentes des prestataires de santé à domicile en la matière? Moi, vous savez, je suis un garçon simple et pragmatique, c'est même pathétique à ce niveau. En réalité, le ministère va mettre en place un ensemble de possibilités qui vont... Il y a plusieurs cas de figure qui vont se présenter. Donc, après, le truc est relativement simple. Évidemment, il faut libérer un financement parce que sans financement, rien n'est possible. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. En réalité, vous savez très bien que le domicile est toujours une solution économiquement dominante. C'est-à-dire que de tous les parcours, même le parcours jusqu'à la mort, c'est celui qui coûte le moins cher. D'accord ? Donc le vrai sujet, il n'est pas, à mon avis, il n'est pas économique. Le vrai sujet, c'est d'être très clair sur qui fait quoi, comment on le fait. C'est ça le vrai sujet. Le sujet économique, il est relativement simple en fait. Il est relativement simple. Si vous voulez, si on continue comme on est, il va falloir que vous reconstruisiez en termes d'hôpitaux l'équivalent de Ramsay GDS. Est-ce que le système de santé français a la capacité de reconstruire un système hospitalier de cette taille? Évidemment non. Évidemment non. Donc toutes les possibilités qui existent et qui doivent avoir à la fois sous le contrôle évidemment de l'hôpital, ces gens viennent bien de l'hôpital, c'est évident, et le ministère de la Santé, et la préférence de nos concitoyens, on va très bien arriver. La question économique du point de vue du domicile est en fait, évidemment, il va falloir, ça va être comme d'habitude, une libération des budgets et ainsi de suite au forceps, mais l'équation économique, c'est une équation forcément gagnante. Agnès Firmin-Lebaudot, même question, on sait l'équation économique publique contrainte, on sait la nécessité, ou en tout cas la volonté engagée par le gouvernement de maîtriser les dépenses de santé. On connaît aussi les revendications des prestataires de santé à domicile en la matière. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui et quel financement on peut être capable, d'une certaine manière, pas de garantir, mais en tout cas d'offrir un minima aux prestataires de santé à domicile qui voudraient s'emparer de ce sujet? Alors moi aussi, je suis pas un garçon, mais je suis une fille simple et pragmatique, sans des mêmes pathologiques. On est ravis. Très clairement, la partie qui concerne, celle qui nous réunit aujourd'hui concernant les soins palliatifs, le gouvernement était très clair sur la volonté affirmée d'en faire, j'allais dire, d'en créer une vraie filière et d'en faire une vraie politique publique. 1,7 milliard supplémentaire dans les 10 ans à venir. Ça veut dire qu'en termes de budget, dans 10 ans, la prise en charge de la fin de vie, c'est 3 milliards. Enfin, je pense qu'à un moment, il faut aussi dire les chiffres. Après, moi, ça m'ennuie toujours quand on parle de modèle économique et de dire que ça coûterait moins cher à un endroit qu'à un autre. Je crois que la première des questions qu'on doit se poser, en tout cas, moi, je me la pose en ce sens-là, quelle est la meilleure solution pour le patient? C'est celle-là, la première des questions qu'on doit se poser. En tout cas, moi, c'est celle que je me pose. Après, il y a des enjeux économiques pour chacun, pour le système de santé d'abord, mais la première des questions, c'est qu'est-ce que le patient peut accepter, qu'est-ce que le système de santé dans son territoire aussi peut lui offrir. Enfin, je veux dire qu'il faut aussi être très pragmatique pour le coup, et en fonction de tout ça, quelle est la meilleure place pour lui? Le domicile est le souhait, je le redis, de 85% d'entre nous. Si c'est faisable, mettons tout en œuvre pour le faire, avec une équation économique qui soit, pour les prestataires, j'allais dire, viable aussi. Et c'est pas voilà, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait un recherche publique,
mais on est bien dans cette volonté de se dire que toutes les personnes qui interviennent à domicile, et d'ailleurs un des premiers, un signal important, puisqu'aujourd'hui la convention médicale a été signée, c'est-à-dire que dans les choses de la convention médicale, le retour des consultations longues à domicile pour la prise en charge de la fin de vie des médecins, voilà, le nombre de consultations longues a été augmenté. La réforme de la tarification, alors certes c'est à l'hôpital, mais ça veut dire que le process sur le modèle économique et la prise en charge de la fin de vie commence à rentrer dans les logiciels de modèle économique où on voit bien qu'on n'est pas sur de l'acte pur et simple, mais c'est bien du temps consacré à la prise en charge. Et donc la réforme du financement des soins palliatifs à l'hôpital a commencé à se mettre en place pour sortir du tout T2A, parce que la T2A en soins palliatifs, c'est quand même juste un peu bizarre. Voilà, donc tout ça, ça se met en place, je le redis, et je réagis volontairement quand on parle d'économie, puisque vous savez que sur le texte de loi, il y a une partie soins palliatifs et il y a une partie d'aide à mourir. Et je sors d'un débat un peu compliqué où je me suis, j'allais dire, laissé entendre dire qu'on ferait la réforme de l'aide à mourir parce que ça coûterait moins cher de dire aux gens qu'ils demandent à mourir plutôt que de les accompagner. Je peux vous dire qu'entendre ce genre, j'allais dire, de réflexion, moi, m'horripile. Je le redis, n'opposons pas l'un à l'autre. On est bien dans la volonté d'accompagner selon le choix du patient le mieux possible. Mais je le redis, c'est bien le patient qui, à la fin, aura ou pas le bénéfice de cette possibilité sous des conditions très restrictives, je le dis. Monsieur le Président, votre conclusion. Madame la Ministre, je pense que nous sommes tout à fait d'accord. De toute façon, c'est le patient qui s'est donné la possibilité ce texte de loi, il est extra. Alors, je ne parle pas de la fin de vie assistée, ça c'est un autre débat dans lequel nous ne sommes pas. Ça c'est extrêmement clair. Nous ne sommes pas dans ce débat. Nous sommes simplement sur le soin palliatif à domicile. C'est évidemment une décision du patient. Je veux faire deux remarques. Le grand mérite de Madame Firmin-Lebaudot quand elle s'est emparée de ce sujet, c'est d'avoir ouvert le champ des possibles. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités et à la fin, c'est quand même le patient qui décide de ce qu'il veut et de ce qu'il veut faire. Ma remarque, elle était simplement, c'est presque une boutade, surtout ne le prenez pas mal, mais à la fin, il y a quand même toujours une question économique. Et mon argument était simplement de dire le domicile est forcément une solution qui coûte relativement moins cher que les établissements. Ce n'est pas en soi qu'elle est préférable, c'est une conséquence. Voilà, il ne faut pas inverser, je ne suis pas sur une inversion des facteurs. Non, mais on le sait, la prise en charge à domicile, mais malgré tout, elle a aussi un coût pour les familles, il faut aussi le dire. Oui. Il ne faut pas laisser croire aux familles que la prise en charge à domicile leur reviendrait à elles, j'allais dire, moins cher qu'une prise en charge à l'hôpital. Je pense qu'il y a tout... Voilà, donc il faut aussi savoir ce qu'on explique à nos concitoyens et puis aussi avoir toujours en tête que le budget de la sécurité sociale, c'est plus de 600 milliards, la santé, c'est 250 milliards, et c'est un gâteau qu'il faut se répartir entre tous les acteurs. Et c'est toujours désolant parce que c'est intellectuellement compliqué de dire que ce gâteau, il grossit en moyenne de 3, et quelques % tous les ans, mais que la seule chose qu'on retient de ce gâteau, c'est où on fait les économies. Et en fait, il grossit. Donc, c'est intellectuellement, je peux vous assurer que c'est assez compliqué quand même. Oui, c'est courageux d'être ministre. Oui, c'est pour ça que je ne suis plus. Eh bien, on s'arrêtera sur ces paroles pragmatiques, pour reprendre vos mots. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Louis Champion, président de la Fédération des PSAD, Agnès Firmin-Lebaudot.